Salut Charles. Salut Aymeric. Bienvenue justement dans le premier épisode du podcast qu'on va animer ensemble au fur et à mesure. Et puis voilà, content de te recevoir du coup là dans nos nouveaux locaux à La Défense. On va peut-être le laisser du coup te présenter un petit peu. On va se présenter ici également au niveau agence et puis on va discuter des enjeux un petit peu du digital en 2023, faire une petite rétrospective de 2022, apporter surtout un maximum de valeur à l'audience. On va essayer. Et puis voilà, faire du sérieux sans se prendre au sérieux et y aller tranquillement. Ça va, c'est un bon modèle. Je t'en prie. Bon, déjà, je suis super content d'être là. C'est un plaisir de faire ça avec toi aujourd'hui. Qui je suis en deux mots? Je m'appelle Charles, je suis CEO de Semseo. C'est un cabinet spécialisé en performance digitale, orienté e-commerce. En fait, en deux mots, pour parler français, on se concentre sur les résultats de nos clients. Okay. On prend des sites qui ont besoin de résultats, qui sont en mesure de les traquer, ces résultats-là. C'est important, que ça soit du lead ou de la vente directe. Et on fait ce qu'il faut pour atteindre les résultats. Bah écoute, top. De notre côté, du coup, Aymeric Studio, voilà, je suis président et fondateur de l'agence. On a deux verticales, la gestion de campagnes ads, principalement sur Facebook et Instagram, donc Meta, et aussi une expertise créative, justement, pour réaliser des créas pour nos clients, afin de les pousser sur les réseaux. Un point important sur les réseaux. C'est ça, exactement. Donc en fait, on a ce côté complémentaire qui est en même temps de la gestion de la créa et le fait de pouvoir le mettre sur Internet, quoi. Ok, nickel. On est complètement complémentaires finalement. C'est ça, exactement, sur des sujets. Donc voilà, je pense que, comme on s'était dit là dans cette interview, ça va être de voir un petit peu quels vont être les enjeux, comment bien communiquer en 2023 et faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé en 2022. Ah oui, donc, on a eu une année quand même assez chaude. Hein. Ouais, c'est ça. On savait pas trop où on mettait les pieds après 2021 qui fut... Enfin pour moi, je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais nous, 2021, ça a été une très bonne année. Ça a été une très très bonne année. On a eu des résultats au mois de mars et au mois de septembre qui étaient exceptionnels, à tel point que j'ai fait un podcast il y a quelques mois où je disais voilà, on va arriver sur septembre, avec octobre, novembre, avec les périodes qui s'approchent de fêtes de fin d'année, Black Friday, Cyber Monday. On savait pas trop comment ça allait se présenter. Est-ce que les Français avaient encore de l'argent à dépenser, etc. Et finalement, je me rends compte que mes prévisions n'étaient pas tellement fausses, dans le sens où on a eu un Black Friday, par exemple, qui était un petit peu long à démarrer, mais voilà, une fin de Black Friday record, exceptionnelle. Bon, comment va se passer 2023 ? Ouais, c'est ça va être c'est la grosse question. En tout cas, je pense qu'on peut dire ça comme ça, personne ne peut prévoir l'avenir. Moi, j'aime bien prendre, je sais pas pour toi, mais moi, j'aime bien prendre des scénarios catastrophes. Ouais. Toujours bien, on essaye de voir le pire. Best case. Voilà, on voit le pire de ce qui risque de se passer, et au moins, si ça se passe mieux, on est préparé à tous les schémas. Donc, du coup, on se dit que 2023 est difficile, donc il faut rien mettre de côté. Il faut attaquer un peu sur tout ce qui fonctionne fort en ce moment, et je crois qu'on est sur un format qui marche bien, c'est la vidéo. Ouais, la vidéo qui explose de plus en plus sur des formats très courts, de 5 secondes parfois à 30 secondes, 1 minute. Avec l'arrivée de TikTok et Instagram. Écoute, pour répondre à ta question, moi de mon côté 2021, j'étais du coup encore freelance, donc indépendant. Il n'y avait pas encore l'agence Aymeric Studio, mais à ce moment-là, j'avais une boutique e-commerce. Et puis c'est un peu le même constat que toi, c'est que voilà, le Black Friday était un petit peu différent, on va dire, des autres années, mais on pouvait quand même aller taper des très belles perfs en optimisant tout. Et ce qui s'est passé aussi sur 2022, c'est forcément explosion des coûts publicitaires. Il y a beaucoup de marques là qui sont cassées la gueule parce que avant ils avaient peut-être une acquisition client, j'ai un exemple, peut-être aller à 10 € maintenant, et si ça passe à 20, c'est des marques qui sont plus rentables. Ouais. Et pour moi, l'enjeu de 2023, ça va être d'arriver à refaire un petit peu comme on faisait à l'ancienne, c'est-à-dire du bon marketing pour passer au-dessus des coûts publicitaires, pour avoir justement une belle rétention client et un coût d'acquisition qui va diminuer de par les connaissances marketing plutôt que la technique qui était jusqu'à présent pas très très cher sur Facebook Ads, par exemple. Ne pas se retrouver finalement dépendant absolument des enchères ou des coûts d'acquisition qui commencent à exploser. Ouais, c'est vrai, j'avais pas ça en tête, mais effectivement sur 2022, on a vu cette inflation, on va dire, des coûts d'acquisition qui ont bien grimpé, qu'on a réussi chez nous à bien maîtriser, mais justement en n'allant pas finalement dans le sens de la vague, mais aller essayer à contre-courant, là où toute la concurrence ne doit pas se positionner, travailler l'image très importante, que ça soit dans les rédactions d'annonces, que ça soit dans les créas, très important aussi. Parce que nous, on a une partie, puisque moi je suis vraiment, Semseo est vraiment spécialisé sur Google, Bing Ads, donc les moteurs de recherche, avec une connaissance des réseaux sociaux, mais c'est sûr que tu es plus spécialisé que moi. Et là-dessus, on se rend bien compte que le display, par exemple, tu vois, c'est des bannières publicitaires, donc ça se rapproche énormément au social.
Ouais. La force de la créa, elle fait tout le travail. Bah, c'est clair. Bah, de toute façon, on pourra en reparler tout à l'heure, mais ouais, les coûts publicitaires, pour résumer, bah, déjà, il y a de plus en plus de concurrence. Surtout depuis, on ne présente plus iOS 14, on a eu une grosse perte de tracking. Ouais. Du coup, il faut théoriquement plus de publicité avant de vendre parce que les publicités sont moins ciblées, sont moins qualifiées. Du coup, re-explosion des coûts, etc. Enfin, c'est quand même tout plein d'éléments qui s'enchaînent. Comment tu as réagi par rapport à cette évolution, iOS 14? Bah, en fait, iOS 14, ça fait peur à beaucoup de personnes, mais c'était pas si terrible que ça en tant que tel. Alors oui, on a perdu de la data, mais en fait, iOS 14, ça a tué, on va dire, les mauvais sites d'e-commerce qui comptaient avec une acquisition client qui était très très faible et qui n'avait pas une bonne rétention. Ça veut dire qu'avant iOS 14, tu pouvais être mauvais dans ton secteur, enfin mauvais, on s'entend, mais c'était pas très grave pour les sites e-commerce parce que l'acquisition client coûtait pas grand chose. Du coup, pour faire des ventes, on pouvait juste acquérir à chaque fois de plus en plus de clients. Alors que maintenant, l'enjeu, ça va être, comme le coût d'acquisition client est beaucoup plus haut, ça va être d'avoir de la rétention client. Et c'est nous, justement, un des points qu'on focus typiquement sur l'agence. On est une agence d'acquisition et aussi de rétention client. Donc, une fois que tu as un client que tu as acquis, je sais pas, pour 15-20 euros, et ben la lifetime value, c'est ça qui va faire la différence. Et ben après faire de l'email marketing, faire du retargeting, chouchouter ses clients. Et ça, il y a beaucoup de marques qui le faisaient pas et qui se sont cassés la gueule. Mais complètement. Et même je vais même aller plus loin, c'est que sur des campagnes, parfois, surtout au début, quand tu lances une campagne, que tu démarres sur un T'as les premiers tests. Voilà, t'as les premiers tests. Tu peux te retrouver à avoir une acquisition de client même à 100 euros. Ouais. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce client, finalement, tu peux le fidéliser. Ah, mais c'est ça. Tu peux le fidéliser. Et donc, du coup, même si les premiers tests ne sont pas positifs, parce qu'à 100 euros, ils ne sont pas positifs. Oui, non, mais... mais que c'est parfois une étape nécessaire, surtout quand tu attaques un nouveau produit, un nouveau marché, etc. Donc, tu ne sais pas trop où tu vas, un peu mode startup, quoi, sur cette direction-là. Et ben, tu te dis, non, ce n'est pas 100 euros que je vais le voir. C'est plutôt 25 nouveaux clients. Ouais, combien ils vont apporter dans le long terme. Qui vont faire de la vente additionnelle, etc. quoi. C'est ça. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, je sais qu'il y a pas mal de sites e-commerce qui sont séparés de leur agence, parce qu'avec l'explosion des coûts, ils se sont dit, bon, ok, on n'est plus rentable. Ouais. Et en fait, c'est pas trop grave de ne pas être rentable directement sur les ads, parce que derrière, faut les récupérer justement la rétention client, la lifetime value, et si on a des coûts publicitaires qui explosent, si c'est bien géré derrière, ça peut être très rentable. Mais voilà, parfois c'est un peu compliqué à dire aux clients. On dit, ok, allez, pendant peut-être les 2-3 semaines, un mois, tu vas pas être rentable, ou à la limite en break-even, mais après, t'inquiète pas. Forcément, on se met à la place du client, on se dit, j'ai des coûts d'acquisition qui ont doublé, voire triplé par rapport aux autres années, explique-moi. Explique-moi, bien sûr. Voilà. Je crois qu'à partir du moment où on est vraiment transparent, qu'on connaît le métier, qu'on connaît la stratégie qu'on va adopter, on l'a bien réfléchi, je trouve que le client, il est assez à l'écoute. Tu vois, c'est-à-dire que évidemment, si le gars il a l'habitude de vendre ses verres en plastique recyclés, tout d'un coup il sait très bien que son coût d'acquisition s'étend, qu'il y a une forte demande, etc., et que toi tu arrives en disant bon, on va voir où on va, bon, ça fait pas super sérieux. Évidemment, moi je pense à un de mes clients qui est dans l'impression en ligne. Tu vois, donc il fait sur du plastique, il fait sur du papier, il fait sur tout. Et j'ai adoré l'échange avec ce monsieur-là. C'était vraiment sympa. Okay. Parce qu'en fait, il comprend très bien la difficulté. Alors, il travaille dans le sud de la France, Frédéric, il se reconnaîtra. Et il a vite compris que finalement, attaquer Google, ok, mais les mastodons qui sont derrière, dans l'impression en ligne, c'est juste du délire. Donc nous, la première chose qu'on lui a dit, c'est l'Île-de-France, on ne va pas l'attaquer. Parce que comme c'est 40% du trafic Internet et que tout le monde est dessus, si on veut... Évidemment, il faut investir de manière méticuleuse et pas cramer du budget pour rien. Ouais. Si on veut attaquer de manière intelligente, on va réfléchir aux zones où il a déjà des clients. Donc, il a 15 ans d'expérience, donc il y a de la data qui est derrière. Où est-ce qu'il fait déjà des ventes, où est-ce qu'il s'est déjà positionné et essayer d'aller chercher plus là-bas pour doucement, revenir sur l'Île-de-France, évidemment, à un moment donné. Mais si on attaque avec un budget limité, je sais pas, pour lui, c'était, je crois, 5 000 euros par mois. Comme ça. Ça peut être énorme pour certaines sociétés, mais dans ce domaine d'activité, c'est rien du tout. C'est pas tant que ça, ouais. Voilà. Okay. Non, je pense qu'on a fait un bon résumé. Bon, voilà, si on résume les problématiques de 2022, l'augmentation de la concurrence, le tracking quand même qui est limité aussi maintenant depuis iOS 14, même s'il y a des solutions quand même plus ou moins efficaces, mais bon, on a quand même perdu. Mais du coup, maintenant, ça va être quoi les grands enjeux de 2023 ? Comment on arrive à bien communiquer et à faire de la publicité et à satisfaire nos clients finalement ? Il y a un truc qu'on n'a pas dit en 2022 et qui, à mon avis, va prendre une vitesse fois 10 en 2023, parce que ça a été la période bêta, tu vois, ils ont vraiment testé.
c'est les nouvelles stratégies d'enchères en fonction de l'intelligence artificielle et de la data. Ok. Donc là, c'est quelque chose qu'on a vu à partir de février 2022, un peu s'accélérer pendant les fêtes de Pâques, en avril, mars-avril, ça a été bien présent. Et fin d'année, prends un exemple très simple, Analytics, Google Analytics qui disparaît. Qui disparaît à partir de juillet 2023. Ça, qui devient illégal en Europe. Voilà, donc qui est remplacé par Google GA4, Google Analytics 4. Ce que, par exemple, beaucoup de chefs d'entreprise ne comprennent pas, c'est que c'est quelque chose de nouveau. On a toujours eu des transitions, on a toujours eu des optimisations des outils, etc. Alors, on casse tout un processus. Voilà, on disrupte l'affaire. Il n'y a plus Google Analytics. La manière de voir, on ne parle plus de voilà, quel est le taux de rebond. En fait, GA4, c'est en contre-fou. Il veut vraiment comprendre l'utilisation. On va parler d'événements sur le site, d'événements en termes d'action, etc., etc. C'est extrêmement important de se mettre à la place du client et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de frein à ce qu'il recherche, que ça soit télécharger une brochure, que ça soit réaliser une vente en ligne ou faire une réservation. Tu vois, c'est pas important en fait finalement la conversion comme on l'appelle, mais surtout qu'on puisse y aller sans frein. Alors aujourd'hui, c'est ce que je dis souvent, on me dit mais attends, je comprends pas dans votre proposition, vous parlez des SEO, vous parlez du mix, on transpire. Je dis mais le problème il est là, c'est que cependant c'est un tout. Enfin, il n'y a pas. Enfin, les choses peuvent pas marcher de façon totalement indépendante. C'est que maintenant c'est un tout, comme tu disais, l'UX, le SEO. Enfin. Oui, ça ne veut pas dire qu'on va assurer une prestation en SEO, tu vois. Oui. Souvent, le client, il pense qu'on veut absolument vendre un truc. Non, non, pas du tout. En tout cas, chez SMCO, on essaye vraiment de chercher son intérêt. Exactement, et donc, on doit avoir un regard sur la vitesse de chargement, sur le site, la tête qu'il a sur le mobile, tu vois, sur la navigation, etc. Juste pour apporter, pour gommer les freins qu'il puisse y avoir et se concentrer sur le ads. T'as beau apporter tout le trafic du monde, si t'apportes 1 million de visiteurs sur le site, mais que ça convertit pas, le gars il va gueuler, il va faire ton agence c'est nul, alors qu'en fait c'est son site, c'est son business, c'est ce qui est pas optimisé. Le temps de chargement, j'ai pas les stats exacts, parce que moi je suis moins expert de ce domaine, mais 1, 2, 3 secondes de chargement, t'as. C'est la moyenne. C'est ça, ouais. C'est ça. Si t'es au-dessus, au final tu perds des clients, quoi. Enfin, et les moi gens j'ai visitent connu pas une ton époque, site. souvent ça fait 20 ans que je suis dans le métier, tu vois. Ouais. J'ai connu une époque où on avait des temps de chargement de 10 secondes. Wow. Tu vois ce que je veux dire? Comment tu pèterais un câble maintenant, surtout. Je te jure, on avait l'outil PageSpeed Insight de Google. Ça, tu t'as 10 secondes. Wow. Quand t'étais à 8 secondes 2, t'étais content, ouais. C'était la perf du mois. Ok, ouais. Grave. Après, on est passé à 6 secondes. Et maintenant, voilà, on parle de 3 secondes et inférieur à 3 secondes. Il faut que ça soit de l'immédiat. Il faut que le message aussi soit bien réfléchi. Bon, moi, je donne toujours cet exemple-là. Je dis, voilà, tu fais venir, paix à son âme, mais Karl Lagerfeld pour designer une boutique de ouf. Et le type, il est à Champnay, tu vois, dans la Haute-Alsace. Il y a 25 habitants. Tu peux avoir la plus belle des boutiques. Si derrière, il n'y a pas le bon trafic, ça ne sert à rien. Et inversement, tu peux avoir un gros trafic Champs-Élysées. Si ta boutique, elle pue, elle est poussiéreuse, en guillemets, on parle de site internet. C'est un bel exemple. Pas, quoi, hein. Ça ne marche pas. Donc voilà, 2023, énormément la data, la connaissance de ses clients. Ne pas faire l'amalgame entre connaissances historiques et connaissances utilisateurs web. Parce que là, c'est quelque chose qu'on a vu pendant le Covid à fond. Tu vois, je ne sais pas si on se rend compte véritablement, mais le Covid, ça a été une sorte de labo. Ouais, de test. Wow. Mais bien sûr. Rien qu'il suffit juste de donner, par exemple, l'explosion de la valeur boursière de Netflix. Ça met ça de l'âge d'or pour pour le e-commerce en général, pour Netflix, pour Zoom aussi. Bien sûr. C'est des choses. Zoom et Netflix, je trouve que c'est l'excellent. Zalando aussi, commande en ligne de fringues. Parce que finalement, les Français et le monde entier en fait se sont retrouvés chez eux. Donc s'ils étaient sur Zoom et ils étaient sur Netflix, ça veut dire que les écrans ont prôné. Et ça veut dire que l'e-commerce a explosé, ça veut dire que tout ce qui est réservation, même pour bouffer, tu pouvais plus aller au resto, donc tu te faisais livrer. Ah, tu te faisais livrer, ouais. Je pense que Deliveroo, si on regarde leurs stats, ça a dû être une explosion aussi, tu vois, c'est à peu près évident. Et donc du coup, ça nous a donné beaucoup, beaucoup d'informations. Mais surtout, c'est là où je veux en venir, c'est qu'on a revu nos manières de naviguer. Ouais, tu vois, moi je le vois par exemple, puisque j'étais spécialisé dans l'achat de keywords, donc à travers Google Ads, pendant des années, je faisais juste, allez, on fait un audit sémantique, on réfléchit bien, on rédige des belles annonces. Mais c'est fini cette époque-là, moi, c'est l'âge d'or, moi je kiffais. Hein, non mais c'est clair, ça change. À pas faire grand-chose, alors qu'aujourd'hui on s'arrache les cheveux. Tu vois, j'exagère un petit peu, mais j'extrapole, mais volontairement. Mais aujourd'hui on s'arrache les cheveux à la performance. Pourquoi ? Parce que on se rend compte que l'internaute il arrive, le prospect. Ok, il tape un mot-clé, mais direct, il va chez toi, il va sur Facebook, il va sur Meta,
Après, il va voir les avis clients. Après, il voit même les avis dans les annonces publicitaires. Ça, ouais, la rétention, ouais. Tu vois, très bien un client qui peut transformer, c'est chaud. Ben, c'est ça, ouais. Un client qui peut connaître justement grâce à la publicité sur Google, puis après derrière, voilà, qui se fait retargeter. Moi, je lui remonte des pubs quand il est sur Facebook, sur Instagram. Enfin, ouais, c'est tout un écosystème. Donc ouais, intéressant sur Google cette partie-là qui est beaucoup plus technique finalement. En fait, t'es un peu en train de dire que les barrières à l'entrée, par exemple demain si tu veux créer une agence spécialisée par exemple sur Google, sur le Ads, sur Keyword, c'est beaucoup plus difficile qu'avant parce qu'il faut vraiment avoir une réelle expertise parce que tu peux plus te permettre de mettre 50 balles de budget, tu lâches les chevaux et puis après t'as la renta quoi. Bien sûr. Donc, là il y a 1 an et demi, je l'ai raconté hier soir quand on s'est vu. Je crois que c'était toi. Il y avait du monde. Alors, c'est toi. Petite Founders Night, pour ceux qui ne connaissent pas, petit repère d'entrepreneurs super sympa. Allez là-bas. Donc, il y avait 400 personnes. Ouais, c'est ça, je pense. Ouais. Il y a des guests sympas, des startups qui pitchent. Donc voilà, la Founders Night, si vous ne connaissez pas les amis, allez-y, c'est génial comme event. Ouais, bah ouais. Ça sera à refaire. Ça t'a plu, ouais. J'ai adoré. Mais voilà, tout ça pour dire, donc un client qui arrive il y a 1 an et demi, par bouche à oreille, un autre partenaire qui nous le recommande. Et la problématique elle est très simple. Bon, moi j'ai un expert, ça se passe bien, je suis content. On fait un tant de chiffre d'affaires, quelques dizaines de milliers d'euros, et concrètement il dit qu'il n'y a plus rien à faire de plus. Tu vois, vraiment sans exagérer, 10 minutes sur le compte, je me dis mais c'est quoi ce foutage de gueule. Franchement le compte il est exploité à hauteur de 15%, il y a tout à faire, il n'y a aucun test qui a été fait, aucun A/B testing sur les annonces, aucun marché qui est allé chercher un peu plus loin, aucune exploitation de la data, on en parlait, les audiences zéro. Et en fait, le type, il est resté simplement, et je doute pas de sa bonne volonté, tu vois, il est resté sur les modes d'il y a 5 ans, 6 ans, où on définit une campagne, un groupe d'annonces, un mot-clé par groupe d'annonces, une annonce bien spécifique. En fait, aujourd'hui... Comment on fait des bonnes annonces justement aujourd'hui sur Google? Quelqu'un qui se lance, qu'est-ce qu'il devrait faire? Par où il doit commencer? Peut-être revoir les fondamentaux du marketing. Toi, comment tu t'y prendrais? Enfin, comment tu t'y prends? Parce que c'est ce que tu fais tout le temps. Je fais 2 choses principalement. D'abord, je travaille beaucoup avec mon client. D'accord, ça c'est hyper important. Je suis en copilote. Je suis pas juste... allez, vas-y, tu me donnes le dossier, tu as signé le contrat, tu fais ton virement, ciao, va dormir, je m'occupe de tout le reste. T'es beaucoup plus partenaire que prestataire. C'est plutôt ça sur lequel il faut voir. Je suis passé d'agence à cabinet. Parce que pour moi, cabinet, c'est beaucoup plus senior, c'est beaucoup plus... plus du conseil, d'accompagnement client. Exactement. C'est le mot-clé. C'est la différence, accompagnement. Tout à fait. Et donc, du coup, presque quand j'ai le prospect en ligne et je discute et je vois qu'il attend de moi de tout faire, je dis, écoute, le savoir-faire, c'est toi qui l'as dans les mains. Moi, je peux pas l'inventer. Je veux dire, je peux pas devenir fabricant d'ordinateurs, revendeur d'impression, tu vois, fabricant de montres. Enfin, chacun son job. Ils connaissent leur métier. Et nous, on est là juste pour leur amener du trafic et de l'acquisition. Après, derrière, forcément. Bien le qualifier. Ouais. Ça, c'est clair et net. Maintenant, un tout petit peu déconcentré là. Ouais, non. C'est les aléas du direct. Personne qui rentre dans le bureau. Bon. Très sympa. Je t'en prie. Non, voilà, c'est ça. Donc, première chose, j'étudie vraiment le marché, donc la concurrence. Sur quoi il se joue. Bon, on a des outils, la bibliothèque de Facebook. Facebook Library, où tu peux regarder vraiment toutes les pubs de tes concurrents. Tu as juste à taper le nom de la page et puis après, tu vois tout ce qu'il fait. Donc, Tu sais que c'est possible maintenant sur Google. Oui, c'est nouveau ça. J'ai vu ça là. Ouais. Gros. Sur notre chaîne YouTube, SMCO. Écoute, j'ai regardé avec plaisir. SMCO, tu vas voir. Je donne la petite astuce. Ah, ça, c'est génial ça. Non, mais ça, c'est un truc de ouf. Ça fait un tonnerre dans Internet. Ça. Complètement. C'est magique. Et du coup. Alors, t'as celui qui va rien comprendre et qui va se dire ouais, il faut que je fasse les mêmes pubs. Ouais, non mais là, allez, c'est bon, t'es cuit. Exactement. Ok. Là, on se dit bon bah c'est sympa. Tu vois, tu changes juste le nom de ta marque et tu fais pareil, aucun intérêt. En SEO par exemple, ça serait du duplicate de contenu, tu vois. Ça serait catastrophique. Mais bon là pour le coup, ça sans sens. Mais par contre, tu peux voir bah tiens, si a priori, moi je dis toujours ça, t'as un concurrent, tu peux voir avec différents outils, SEMrush, SimilarWeb, etc. Quels sont leurs budgets investis. Si tu vois qu'ils sont costauds, qu'ils sont tout le temps là, c'est qu'a priori, ça fonctionne. Personne va mettre 10 000 balles ou 20 000 balles sur Google tous les mois pour qu'ils les perdent. Tu vois, à mon avis, ils vont partir en voyage, ils vont s'acheter une nouvelle voiture, j'en sais rien. Mais... C'est marrant que tu dis ça parce que justement, t'as un pote à moi on en parlait il y a 1 an. Je lui ai dit que je faisais des publicités typiquement sur Facebook, Instagram. Et il m'a dit un truc qui m'a assez choqué. Enfin, j'ai rigolé du coup. Il m'a fait « Ah non, mais tu fais des pubs sur Facebook ? Mais personne n'achète sur Facebook en fait. Qui clique dessus ?» Et je fais « Bah écoute, s'il y a des entreprises qui dépensent des milliers, des millions parfois par mois, c'est que ça marche. » Et il était persuadé dans sa tête que c'était une arnaque, que ça marchait pas Facebook Ads parce que
personne ne cliquait sur les pubs Facebook. Et j'ai trouvé ça dingue, tu vois. Ouais, mais moi là, je tiens de... Non, mais truc de ouf. Mais est-ce que tu sais pourquoi, en fait? Pourquoi il a cet avis-là? Parce que lui, en fait, il clique jamais sur Facebook Ads. Du coup, il doit se dire, je sais pas, même ses amis, ils connaissent pas des gens. Et en fait, forcément, si t'as un click-to-rate sur Facebook, donc je sais pas, t'as 1-2 personnes par 100 qui cliquent sur ta pub, ben, tu vois, dans peut-être 100 personnes que tu connais, t'as peut-être 1-2 personnes. Sauf que derrière, bah, c'est rentable. Ouais. Ben moi, j'ai fait un constat un peu différent. Okay. C'est-à-dire, je me suis rendu compte avec les années que les personnes qui parlaient de mal de Google il y a 10 ans, bah, finalement, ils font pareil aujourd'hui sur Facebook ou Insta. Ouais. C'est des personnes qui souvent ont soit eu une mauvaise expérience eux-mêmes, soit une expérience d'un frangin, un cousin, un ami, qui a mis du budget et qui ont ça n'a pas marché, ouais. Parce qu'ils n'ont pas de stratégie. Enfin, l'ennemi qui me disait ça, c'était un non-initié, hein. C'était pas du tout un publicitaire, c'était juste un pote. Voilà. C'est que les gars, ils sont pas initiés. Évidemment, moi j'appelle ça la pompe à fric de Facebook, par exemple, c'est quand tu as une annonce où c'est marqué booster. Booster, ouais. Non mais là, t'as aucun ciblage, le truc à ne pas faire. Si vous faites des publicités sur Facebook, ne cliquez pas sur booster la publication. Voilà, allez dans Business Manager, c'est un peu compliqué parfois, mais voilà, ciblez quand même bien vos audiences, vos clients. En fait. Ouais. Tu vois, et des fois on me dit, ouais, tu fais pas aussi de la création de site? Non, je fais pas de la création de site. Tu vas pas chez un dentiste et tu lui demandes s'il peut refaire tes chaussures. C'est des métiers totalement différents, tu vois. Donc du coup, on se spécialise, il y en a qui se marrent dans le public, c'est bien. Mathilde et Florian là, qui sont avec nous. Donc, avec nous qui tiennent le micro. Alors, les micros sont quand même posés, donc ça va. Alors, ils sont sur une petite chaise. Oui, ce n'est pas une araignée, c'est un micro. Non, ouais. Et donc, ouais, tu le vois souvent, c'est ce point commun, c'est que les gars, ils sont partis sur la plateforme, ils ont mis, allez, on va faire confiance à l'outil, à l'algorithme, on met booster. Sur Google, c'est pareil, tu as Google Express. Ouais. Google Ads Express, tac, en 2 secondes. Et le pire, c'est que parfois, ils ont quelques petits résultats au début. Donc, ouais, ils pensent que ça fonctionne. Ils pensent, ça y est, ça va durer. 2 semaines après, effondrement. Merde, ils ont pris 100 balles aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? J'arrête tout de suite l'hémorragie. Et voilà. Alors, pour moi, 2 erreurs. Ils le font seuls, pas accompagnés. Tu vois, par quelqu'un qui n'est pas plus intelligent. Qui connaît. En fait, s'il y a des métiers et qu'on est spécialisé là-dedans, c'est que forcément, il y a peut-être un lien entre la performance et le fait de faire ça tous les jours. Exactement. Exactement. Mais moi, je vais te donner un exemple. Hein. Je bricole grave. Tout ce que j'ai qui se casse, je le répare. Okay. J'adore faire ça. Mais il y a souvent des moments où je fais, j'abandonne. Tu vois, dernièrement, j'ai commencé à réparer mon sèche-linge. Ok. Bon, c'était quoi? Surchauffe, la petite pièce en plastique. Non, une petite pièce en plastique qui a fondu. Le tendon, il était plus tendu du coup, la courroie. Et ça coûte 9 € sur Amazon. Terminé, c'était changé. J'étais très content. Au bout d'un moment, il y a eu un court-circuit. Là, tu peux pas. Soit j'appelle un spécialiste. Tu t'inventes pas. Soit j'en achète une nouvelle. C'est-à-dire, au bout d'un moment. Tu vois, il y a des petites choses qu'on peut faire soi-même. Mais s'il y a des métiers qui s'apprennent, autant au niveau artisanal que technique, comme les nôtres, et comme technologique, eh ben, il faut faire confiance à ceux qui passent beaucoup de temps dessus, tu vois. Ce qui me fait rire, c'est les gens justement qui disent, je sais pas, allez, ça te prend, admettons 5 heures de réparation, voilà, ils charbonnent, ils apprennent comment le faire, ça prend 5 heures, et au lieu de payer, par exemple, je sais pas, un expert, 40 balles, j'en sais rien, 40-50 pour faire la manipulation, ils disent, ah ouais, non mais du coup, je l'ai fait gratuitement, moi ça m'a rien coûté. En fait, le truc qu'ils conçoivent pas, et ça, voilà, je vois beaucoup, c'est que t'as quand même passé 5 heures dessus, ces 5 heures, est-ce que tu aurais pu, en travaillant 5 heures, faire plus que 50 €? En général, bien sûr. Au lieu de payer voilà. Moi, je préfère payer un pro qui vient 50 €, il voit où est le problème et tout, il reste, allez, une demi-heure, 1 heure, je m'en fous. Mais derrière, toi, ça te dégage 5 heures de temps libre. C'est monstrueux et t'as plein de gens, ouais, non, je peux le faire gratuitement, du coup, voilà, je vais me former. Alors, il y a des choses où c'est bien de le faire, mais d'y passer trop de temps, voilà, le coût d'opportunité, il est souvent ignoré. Là, j'ai pris un exemple qui n'est pas finalement idéal, parce que je dis, je bricole, là, je suis côté particulier. Oui, mais nous, on s'adresse à des chefs d'entreprise, non, mais c'est ça, ouais. Dont leur temps, il a une valeur. Et imagine-toi maintenant que tu as ton responsable marketing qui fait ça, toi, tu es en train de le payer, tu vois, je sais pas, 2000, 3000, 4000 € par mois, finalement, à faire quoi? À perdre son temps pour trouver une solution que quelqu'un peut faire en l'espace d'un pas toute la data. C'est vrai que nous, côté agence, on a quand même des comptes clients, on peut voir déjà les résultats, ce qui se fait de mieux. Parfois, j'ai discuté avec un fondateur d'entreprise, petite boîte, 5-6 personnes. Je lui explique tout voilà, sur Facebook Ads, comment on peut vraiment arriver à avoir des résultats, faire des bonnes créas. Et le gars, il fait, ouais, non, mais pour l'instant, je pense que je vais vraiment le faire moi-même. Ouais. Le gars, il a 5 personnes, il se dit, vas-y, je vais le faire moi-même parce que, je sais pas, il voulait pas dépenser 1000 balles. C'est ce que moi je leur dis, moi. Tu vois, j'ai dit, bon, écoutez, très bien, on se voit dans 6 mois et on en discute. Moi je les cache, hein, moi je coupe dans le large, je t'explique. Je leur dis, écoute, vous savez quoi, ce que vous allez faire? Vous allez prendre cet argent, vous allez vous faire un resto avec votre femme ou votre maîtresse, vous choisissez ce que vous voulez, mais vous y allez. Mais parce que vous allez perdre votre argent. Mais je préfère, franchement, jusqu'à aujourd'hui, en 20 ans, à chaque fois, ça prend du temps, mais ils finissent par me remercier.
T'as toujours des résignés, ouais. Et puis après, des gens qui reviennent. T'as les têtus, t'as pas envie de bosser avec eux de toutes les manières. Parce que tu sens que de toute façon, et heureusement, c'est qu'une minorité absolue. Ils savent toujours tout quoi faire, etc. Mais je leur dis ça avec un point d'ironie, on rigole, etc. Et c'est vraiment, j'essaye de choquer, volontairement, pourquoi ? Pour dire finalement, vous voyez, là, vous allez mettre 250, 300, 400 euros par mois pendant 1, 2, 3 mois. Mais soit c'est pas assez par rapport au marché, soit la compétence, vous l'avez pas. Et finalement, c'est de l'argent perdu. Perte de temps, perte d'argent. Exactement, tu as un résultat néant. C'est-à-dire que finalement, il vaut mieux aller jouer au loto, tu as plus de chances de ton côté de gagner au loto que d'avoir un résultat positif sur ces campagnes-là. Après, tu auras toujours un gars qui aura passé 11 heures dans les tutos YouTube, qui va trouver toutes sortes de choses et qui aura réussi. Mais voilà, il aura investi du temps finalement. Okay. Ouais, non, c'est vrai que c'est un bon résumé de tout ça. Pour revenir plus côté bonne pratique de 2023, alors là, plus mon expertise du coup sur Meta, donc Facebook, Instagram. Et puis voilà, on commence aussi à développer tranquillement TikTok pour la vidéo, parce que voilà, avec 2 verticales, gestion de campagne et création de contenu, on peut aussi faire notre propre vidéo en interne. Et c'est vrai que là, les grandes tendances qui vont être présentes en 2023, enfin ça a déjà commencé en 2022, mais sur Meta, donc, que ce soit pour les campagnes publicitaires Facebook, Instagram, c'est la tendance, comme je disais, de la vidéo, les Reels qui ont explosé, Meta qui a lancé sur Insta justement les Reels pour concurrencer TikTok. Et YouTube qui arrive aussi avec ça. YouTube Short, etc. Et en fait, l'enjeu, ça va être de faire du creator content, donc faire appel à des, enfin j'aime pas trop utiliser vraiment ce terme, mais pas des influenceurs, des créateurs de contenu qui vont pouvoir, par exemple, voilà, pour un client, discuter de la marque, quelque chose qui va être beaucoup plus organique, qui va être beaucoup plus naturel. Et c'est pour ça qu'il va bientôt y avoir aussi sur Instagram une marketplace de créateurs, là où, par exemple, tes créateurs de contenu, tu vas pouvoir être mis beaucoup plus en relation avec des marques. Voilà, tu reçois leurs briefs, tu réponds à des appels d'offres, ce genre de choses. Voilà, c'est en train de s'implanter tranquillement aux États-Unis. On devrait venir voir ça en France dans pas longtemps. Pareil, un nouveau format publicitaire qui n'existait pas enfin, une nouvelle option sur Meta, le fait de pouvoir faire des publicités en Reels. Voilà, à voir comment ça se profile. C'est plus présent aux États-Unis. Ça devrait. Tu peux expliquer finalement en 2 mots le Reels par rapport aux petites vidéos qu'on avait. Quelle nouveauté finalement, quelle différence? En gros, la différence avec les Reels par rapport à publier une vidéo sur Instagram, c'est que, admettons, t'as 10 000 abonnés sur ton compte Instagram. Tu publies une vidéo. C'est déjà un beau compte. Oui, c'est déjà un beau compte. On va dire, il y a 1000 abonnés pour vraiment faire plus classique. T'as 1000 abonnés, tu publies que ce soit une photo ou une vidéo. En fait, ça va être montré en priorité à ton audience. Tu as 1000 abonnés, tu vas faire une vidéo, ça va montrer à quelques centaines de personnes de ton audience. Mais tu vas pas tellement grandir. Et en fait, justement, là où TikTok, ils l'ont très bien compris, c'est que eux, de leur côté, ils font des vidéos qui sont pas basées sur ta communauté de base, mais qui est basée sur tes centres d'intérêt. Et c'est là la grande différence. Que tu peux aller chercher, que tu peux développer. Exactement. En fait, pour Scale, ce qu'on fait, nous, à l'agence, c'est qu'on dit, en fait, aux marques qu'on accompagne, c'est que il faut absolument travailler, et on va y revenir pourquoi, sur les Reels et TikTok, parce que, contrairement aux photos publications que tu publies sur Instagram, c'est pas montré en priorité à l'audience que tu as déjà, c'est montré à des gens qui seraient le plus intéressés par ton contenu. Et si ton contenu est viral, tu peux aller taper plusieurs centaines de milliers de vues. Et c'est là où, justement, Instagram a très vite réagi par rapport à TikTok. TikTok, ça a explosé. TikTok, tu peux avoir 100 abonnés. C'est TikTok qui a créé ce modèle, finalement. Exactement. TikTok, tu peux avoir 100 abonnés, faire une vidéo qui est virale, qui est bien travaillée, avec une bonne accroche, et faire 1 million de vues. C'était impossible sur Instagram. Impossible. Et Instagram a réagi, comme il pouvait. Est-ce que c'est possible aujourd'hui sur Instagram? C'est possible sur Instagram. C'est plus dur. Donc ils ont bien réagi, ils ont bien pris. L'algorithme est un petit peu moins précis que sur TikTok, mais si tu veux te lancer dans une marque, tu fais des Reels. Et en fait, si tu fais un bon Reels, ton Reels, il peut exploser. Même si tu as 1000 abonnés, tu peux aller chercher 10 000, 20 000, 50 000 de reach. Ouf. C'est pas si compliqué que ça. Mais par contre, il faut être bien accompagné. Et il y a des clients qui viennent me voir et qui me disent ouais, Émeric, on fait plein de vidéos pourtant sur Instagram. Je fais ok, on regarde le compte et tout. C'est que des vidéos, pas des Reels. Et je fais t'as 300 abonnés sur le compte. Bah oui. Qu'est-ce que tu veux que ta vidéo ils entretiennent en fait les 300. C'est ce qu'ils font. Et l'enjeu, justement, en faisant des Reels de base, et les Reels et TikTok, c'est un contenu qui est beaucoup plus organique. Là où les gens, vraiment, ils vont parler plus face caméra, un contenu qui va être beaucoup moins professionnel et lissé que Instagram, juste en publiant des photos vidéos. Du coup, c'est là le grand jeu de 2023. Ça va être de travailler avec des créateurs de contenu qui vont faire des vidéos qui sont super chouettes, beaucoup plus facecam, beaucoup plus UGC, User Generated Content, les gens qui vont parler pas le de la groupe marque. de cinéma. Oui, non, pas le groupe de cinéma. Et en fait, l'enjeu, il est là. Créateur de contenu avec des Reels et des TikTok pour grandir,
amener du trafic, consolider la page Instagram, amener du trafic sur le site web, et puis après, voilà, nos expertises, comment on arrive à convertir. On peut résumer ça finalement, pour ceux qui ont parfois un peu de mal à suivre, le fait d'aller utiliser des moyens pour aller chercher une audience plus large, plutôt que d'entretenir ce qu'on a réussi à avoir. Alors parfois c'est 60, parfois c'est 600, même si c'est 60 000, si on a réussi à faire 60 000, peut-être qu'on peut aller faire 100 000, 150 000. Ça, c'est les grands quels sont les outils, quels sont les moyens pour aller scaler dans ce sens-là? Non mais voilà, c'est toujours pareil. Donc, sur ce côté-là, sur l'enjeu de la vidéo, des Reels sur Facebook et Instagram, tu peux vraiment décoller avec un budget qui n'est pas énorme. Ouais. Et en plus, du coup, le fait d'avoir... Quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait. Et tu vois, c'est là où après, nous, on accompagne nos clients pour après permettre de scale tout ça, c'est que toute cette audience qui vient de façon organique, on va dire, et derrière, quand ils visitent le site, là, c'est notre job d'aller les retargeter, d'aller leur dire, les convaincre que le produit est bien. Là, ils vont pouvoir revoir les publicités, là, cette fois-ci avec du paid, donc la publicité payante, sur Facebook, sur Instagram, en display aussi sur YouTube, voilà. Okay. C'est-à-dire le principal enjeu de 2023, ça va être surtout la création de contenu, justement avec des créateurs, avec les marques, justement avec la création de cette fameuse marketplace là, qui devrait arriver sur Instagram. Et surtout, l'enjeu de la publicité, c'est que comme les coûts ont vraiment énormément augmenté, on le voit sur Facebook, sur Instagram, enfin Meta en général, ce qu'on préconise, c'est vraiment de revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire de faire du bon marketing et avoir des bonnes créas. Et en fait, pour ça que nous, à l'agence, on a certes une partie qui est de la gestion de campagnes publicitaires, mais on a aussi une deuxième verticale à l'agence où vraiment on produit des contenus pour nos clients qui sont vraiment optimisés. Et en fait, comme ça, on a la main vraiment sur les deux. On a vraiment la main sur le contenu et sur la diffusion. Et là, tu peux aller taper des belles perfs. Donc voilà, on va travailler l'accroche, on va travailler un beau visuel. En fait, on va vraiment travailler les angles marketing pour avoir quelque chose de plus performant possible à mettre en publicité. Ouais, écoute, je crois que tu conclus très très bien. À cela, il faut peut-être ajouter un mot, c'est comme on a dit depuis tout à l'heure, la connaissance de ses clients, de ces personnes-là. La connaissance, encore une fois, digitale. À qui s'adresse, ce qu'ils font. Quelles sont leurs utilisations, quelles sont leurs habitudes, leurs coutumes sur la toile, comment on va les pêcher, sur quel type d'emplacement, sur quel type de message. L'avantage de nos métiers, c'est qu'on peut tester plein de créas différents, autant texte que image que vidéo. Ça y est, tout le monde l'a compris. Et finalement... c'est pas parce qu'on a créé une mauvaise, entre guillemets, une mauvaise créa, c'est-à-dire qu'elle ne performe pas autant qu'on voudrait, c'est ce qu'on appelle nous, il faut tester, il faut l'itération. Que c'est foutu, parce que 3, 4, 5 jours après ou 3, 4 semaines après, on peut tout de suite réajuster. Il faut le dire aussi, je pense que tu dois vivre la même chose que moi, c'est que parfois on a des créas qui fonctionnent très bien pendant 1 mois, 2 mois et tout d'un coup, c'est plus ça. C'est la fatigue publicitaire, il faut à chaque fois se renouveler, retrouver les angles. Donc c'est vrai que moi ce qui m'a pas mal aidé à comprendre les problématiques des clients, surtout des e-commerçants, c'est que j'ai moi-même tenu un site e-commerce pendant 2 ans et j'ai travaillé aussi dans les vêtements streetwear. Et en fait moi je m'habille pas du tout en streetwear, mais en fait j'ai fait ça avec l'un de mes meilleurs potes quand moi j'étais en échange à l'époque universitaire à Taïwan, lui il était en Russie, et on a monté une boîte qui était juste on a commencé avec un statut auto-entrepreneur à 2 dans les vêtements streetwear, et en fait on a appris de ouf, tu vois, genre les publicités, la rétention, le marketing, les fournisseurs, tu vois, ce genre de choses. Et maintenant on a créé justement Triem Conseil, qui est mon autre société qui fait de l'accompagnement digital plus 360, et en fait on a des agences, un réseau d'agences partenaires. Par exemple, t'as un client qui vient nous voir avec 50K, il nous dit ok les gars, on fait quoi? On fait écoute, place environ 10K en SEO, mais 15 en SEA. Enfin en fait on lui fait vraiment son projet, son plan d'action, et derrière on travaille avec des partenaires. Et l'agence marketing partenaire, évidemment, c'est la mienne, Emacs Studio. Donc, tu vois, il y a des synergies qui sont sympas. Bien, donc, en ayant tenu ce site e-commerce pendant 2 ans, j'ai travaillé aussi pour l'une des plus grosses agences communication et marketing en France. Je travaillais chez Publicis. Donc, ça m'a... C'est quoi? Je connais pas. Publicis, ça... Non, mais ça, c'était top. J'ai beaucoup appris là-bas, surtout au niveau des process et de la structure que j'ai mis, du coup, dans mon agence. Donc, en gros, on va dire, j'ai gardé les meilleurs des grands groupes et expérience très, très enrichissante. J'étais bien accompagné là-bas. Donc, très content de cette expérience. Parce que moi aussi, j'ai eu un site e-commerce c'est vrai? Bien longtemps. Okay. Dans le bio. Dans le bio, ok. Dans les produits bio. Ah oui, bio, ok. Cosmétique bio, Okay. Tu as pensé à quoi? Non, je vois bio, je me suis dit un truc. Bioman, non, rien. Oh, non, ok. Les petites figurines, pas du tout. Non, tout ce qui était cosmétique bio, et c'est vrai que c'est une superbe école. Je trouve que là, je développe aussi quelques projets en parallèle, toujours dans l'e-commerce. On a vu l'effervescence du dropshipping, etc. Mais c'est vrai que c'est intéressant quand on est aussi de l'autre côté. Tu vois, on voit les problématiques, on voit les sous se dépenser, on voit les coûts d'acquisition qui évoluent, qui fluctuent. Pourquoi c'est pas toujours la même chose? Pourquoi je suis pas toujours à 15 € mon acquisition, tu vois? Une fois 12, une fois 63. Non, mais clair, la moyenne est importante et c'est intéressant ce côté
le côté obscur de la force. Ouais, carrément. Côté, tu vois. Je pense qu'on s'est fait un bon résumé, donc on a pu se présenter un petit peu brièvement au début. Alors, on a parlé de ce qui s'est passé en 2022, les enjeux de 2023. Peut-être maintenant on peut passer à un petit côté un petit peu plus fun. Est-ce que tu as une petite anecdote client, une petite anecdote perso à nous conter là? Ah ouais, écoute, il va falloir que tu m'aides un petit peu. Je pense que tu commences à faire, parce que du coup, pour introduire un petit peu, du coup, Charles, t'es dans le métier quand même depuis quand même assez longtemps. Autant, voilà, ça fait quelques années, je suis plutôt une jeune agence par rapport à la tienne. Je pense que tu dois avoir quelques pépites en stock. Ouais, mais tu veux quoi comme type de pépite? Je sais pas, peut-être, je sais pas, tu sais, un client qui t'appelle, je sais pas, en panique à 1h du mat, tu réponds, t'arrives à faire un truc, enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Non, par contre, ouais, ça c'est intéressant, c'est quelque chose qu'on a mis en place, quand tu parles de 1h du matin. C'est un truc à tester en fait. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle véritablement, on l'a dit à 5 minutes, la connaissance de ses clients. Ouais. Et moi je me suis rendu compte d'un truc par exemple, c'est que comme on touche des directeurs marketing, et en général des CEO, des dirigeants, dirigeants soit d'équipe, soit carrément de l'entreprise, finalement, ils apprécient la disponibilité, tu vois. Oui. Et effectivement, bon, bah, ça c'est clair. Ce que j'ai pensé à mettre à un moment donné, c'est voilà, il y a un groupe WhatsApp, un groupe WhatsApp. C'est dur parfois de faire la barrière pro-perso. Comment tu gères ça? Est-ce qu'on a encore une barrière pro-perso? Et est-ce que c'est bien ou mal? C'est pas forcément mal. Bah, écoute, tu vois ce que je veux dire? Tu veux la dernière anecdote la plus fraîche, c'est celle d'hier soir, quoi. Tu as dit 1h du mat, c'est à ça que j'ai pensé. C'est-à-dire que j'accompagne une start-up qui vient de se lancer, etc. Super, j'aime beaucoup le produit, ça se passe super bien. Maintenant, bon, qui dit start-up dit marché émergent, pas de moyen de comparer la concurrence. Et hier, on fait la première vente. Donc je rentre 1h30 du matin, 2h du matin. Je me connecte avant de dormir, obligatoire. Tu vois, c'est quelque chose qui en moi, je peux pas. Je regarde le compte et je vois vers 22h la première vente, alors que ça fait 3 semaines que ça tourne. Première vente qui est générée. Ça veut dire quoi, première vente? Alors, ceux qui nous écoutent pourraient dire une seule vente en 3 semaines. Non, mais c'est de la data qu'on collecte. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, on sait quel est le type de profil qui veut transformer. Et en plus de ça, je remarque un truc qui est phénoménal pour moi, c'est que je vois 3 abandons de panier. Okay. Tu vois, je sais pas si tu comprends à quel point pour moi c'est important, parce que start-up, produit nouveau, qui n'existe pas sur le marché nulle part dans le monde, et tu as une vente, donc quelqu'un qui a été convaincu, en plus on ne parle pas de petits montants, donc il fallait le faire, et 3 paniers abandonnés, ce qui fait que dès ce matin, j'ai donné les directives, boum, il faut m'analyser ça et ça, pour comprendre pourquoi il y a eu 3 paniers abandonnés, parce qu'en fait, en réalité, sur le mois d'investissement, une seule vente permet de rentabiliser. Ouais, non mais c'est ça, ouais. Okay. Donc voilà, à 1h du matin, à 1h30 du matin, j'envoie un message, yes, bingo, première vente faite. Donc tu vois, la proximité, c'est même chouette, nous qui la rapprochons. Maintenant, il faut éviter quand même de donner son numéro de portable à n'importe qui. Oui, non mais on s'entend. Non mais c'est clair. Sinon, samedi midi, en plein barbecue, tu te reçois un coup de fil. Non, ça, voilà. Mais en général, les clients n'exagèrent pas du tout, surtout quand ils voient qu'on est investi, qu'on est là, mais ça se passe. Ah ouais, non mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. C'est vrai que nous, voilà, jeune agence, j'ai pas encore trop d'anecdotes, mais c'est plus voilà des clients qui sont parfois surpris des résultats qu'on peut avoir sur Facebook, mais plus en termes de notoriété. En fait, t'as une petite astuce, on va donner une petite astuce. Si vous conseillez une marque e-commerce, ça sert à rien de poster sur Facebook en organique parce qu'il y aura très peu de reach. Mais par contre, tu sais quand t'as des clients qui arrivent, enfin des potentiels clients sur ta page Facebook, c'est quand même pas ouf d'avoir voilà 10 j'aime, 20 j'aime. En fait, il y a une technique à utiliser qui est assez puissante. Donc, si vous avez un site e-commerce ou même une marque, vous pouvez utiliser cette technique. Il faut mettre une pause presque. Hein. C'est ça, une info, là. On va lâcher un truc. On va lâcher un truc. Et en fait, si vous voulez avoir de la notoriété, on va dire au moins sur Facebook, à vraiment pas cher, ça va vous coûter 30-40 €. En fait, c'est ça. Vous publiez quand même quelques contenus sur la page, 4-5 qui sont assez cool, et vous allez pousser en publicité. Une vidéo, qui est une belle vidéo, pas forcément en rapport avec votre secteur d'activité, mais peut-être, je sais pas, une vidéo de voyage, d'évasion, quelque chose qui va plaire un peu à tous. Et vous allez mettre sur Facebook, justement, enfin sur Meta, l'objectif j'aime de la page. Et en fait, ça, si vous l'optimisez bien, justement, vous mettez une super vidéo. Vous avez un petit peu de contenu sur votre page. Comme ça, si les gens, quand ils vont sur votre page, ils voient ce que vous faites et que vous l'optimisez en justement like de la page. Et ben en fait, on a eu des coûts à 2 centimes le like. Wow. Et en fait, pour 40 €, on peut driver pour nos clients 1500, 2000 j'aime sur la page. Et justement, on a fait ça justement pour une marque qu'on accompagne, et la personne était choquée et fait. Et donc du coup, il y a l'argument c'est trop cher, ça sert à rien. Ça. En fait, alors ça on est d'accord, ça va pas être des personnes qui vont être qualifiées
justement pour acheter ton produit, mais par contre, on sait que c'est bien quand même d'avoir, voilà, s'il y a des potentiels clients qui vont sur la page, alors bon, s'ils voient qu'il y a plus de 1000 likes, au moins ils sont rassurés. Et en fait, voilà, c'est une petite technique que vous pouvez utiliser. Donc voilà, les visiteurs qui vont liker la page Facebook vont pas forcément être qualifiés, mais vous en fichez parce que le but c'est pas de faire du contenu organique sur Facebook et du coup que ça montre à une petite partie infime de cette audience là, c'est de faire du ads sur des audiences qu'on choisit, mais par contre pour la notoriété au début on peut utiliser ce petit boost et pour 30-40 € on peut avoir 1000 likes. Bon alors je vais lâcher un truc aussi, allez, tu m'as obligé là. Une petite paire de valeurs. Petite paire de valeurs, allez on est parti. Ouais. Alors moi principalement sur Google on a deux leviers qui se ressemblent énormément en fait dans les erreurs que monsieur tout le monde fait. Okay. C'est au niveau du search, donc l'achat de mots-clés, et au niveau du display, les emplacements. En fait, lorsque on lance une campagne, on a tendance à se dire, bon, bah, forcément, il faut patienter un petit peu, qu'il y ait des impressions qui se réalisent, c'est-à-dire qu'il y ait des recherches qui se fassent par les internautes et que ça s'imprime un peu. Hein, le principe d'impression, c'est que ça s'imprime sur l'écran et que les gens voient ça. Et on laisse passer le temps, on se rend compte qu'il y a des clics. Donc on se dit, tiens, c'est sympa, display, j'ai fait 163 clics aujourd'hui, ça m'a coûté 223 €, on va dire ça comme ça. Okay. En search, pareil, 90 clics, etc. Et en réalité, ce qu'on ne sait pas, c'est que Google a comme ambition, même plus qu'objectif, mais comme ambition, d'aller ratisser le plus large possible pour ensuite pouvoir aller chercher la bonne audience. Ciblage broad pour s'optimiser niveau algorithme. En réalité, si on a un budget illimité et qu'on fait un peu le booster l'annonce sur Facebook, au bout d'un moment relativement lointain, au bout d'un moment, après plusieurs milliers d'euros, voilà, plusieurs milliers d'euros, exactement, ça va fonctionner. Ouais, mais avant d'avoir ces budgets-là, oui. C'est un peu comme si tu vas au casino, que tu mets des milliers d'euros sur la machine à sous, au bout d'un moment, ça va tomber. C'est obligatoire. Tu dépenses des gros budgets, surtout, voilà, c'est bien de commencer pour les ciblages d'intérêt, pour le ciblage d'audience, mais après, en fait, t'es tellement gros, t'es obligé de faire du broad, et voilà, pour après que ça ratisse, que, en fait, laisser l'algo faire son travail, mais sur des gros budgets. Sur des gros budgets et sur du temps. Sur du temps, ça peut être 6 mois. Hein. Faut beaucoup dépenser. Et donc, du coup, le truc que je vais lâcher maintenant, c'est justement comment on fait lorsqu'on n'a pas de gros budget forcément. Comment on commence, c'est ça, avec un petit budget. Pas forcément le temps. En fait, on va aller chercher ce qu'on appelle les termes de recherche des mots-clés. C'est-à-dire qu'en fait, ce que Google ne dit pas, c'est que quand on met un mot-clé, je sais pas moi, je dis agence immobilière meublée pour étudiants, ou bien justement, on va se dire, allez, je vais taper agence immobilière, Google peut aller chercher des dérivés de tout ça, ce qu'on appelle les termes de recherche. Et il suffit simplement de sélectionner le mot-clé qui a le plus diffusé, de le sélectionner, d'aller taper sur la barre bleue qui s'ouvre au-dessus, termes de recherche, et de voir la réalité des termes ressortis. Et là, supposons qu'on vend un produit payant, donc on le vend, c'est le principe, c'est payant. En général, quand c'est vendu, c'est payant. On vend un produit payant. Voilà, on vend un produit payant. Superbe. Ça, c'est dit. On passe à autre chose. Eh ben, on ne cherche pas tout ce qui est gratuit. Et on se rend compte que dans les dérivés, il y a plein de mots gratuits. Et donc là, on sait déjà tout ce qu'il va falloir exclure. Et donc, on va, en fait, aider à marcher droit Google. Pareil dans les emplacements. On va se retrouver à avoir une campagne qui diffuse, je sais pas moi, 1000, c'est gentil, 1000 clics plutôt, mais on va dire 100 000 impressions. Lorsqu'on va aller chercher, non pas emplacement, parce qu'on les a mis nous-mêmes, hein, donc on sait sur quoi on veut diffuser, parce que ceux qui écoutent pourraient dire, il suffit de dire ce que tu veux. Non, on dit ce qu'on veut, et pourtant Google va plus loin. Et donc là, on va mettre où est-ce que véritablement les emplacements ont été diffusés. Et on va se trouver sur des sites chinois, sur des sites arabes. Pourquoi ? Parce que l'audience parle français peut-être. Ou bien des applications mobiles. Donc tout ce qui est étranger ne nous va pas nous intéresser. Applications mobiles parce que c'est Pinky Mickey, le truc pour gamins. Oui, c'est ça. Ça nous intéresse pas non plus. On va pouvoir faire un nettoyage comme ça, très rapidement après 24-48 heures. Ah ouais, fort. Et du coup, tu te retrouves à une consommation, je sais pas, qui a passé les 100 € par jour, à tout d'un coup 25 €. Donc ça te fait 75% moins cher en quelques instants. Ça, c'est important. Mais il faut quand même prendre en compte une notion. C'est surtout au début. On a besoin quand même un peu plus de budget pour nourrir l'algorithme. Il faut lui donner de quoi manger. Moi j'aime bien aussi jouer sur les différentes enchères, c'est-à-dire que j'ai ma petite technique où je dis à Google, en fait, je vais enchérir grave, mais en fait, je lui bloque le budget journalier, donc je des contradictions pour qu'il pense que potentiellement j'ai un énorme budget, mais en réalité, je vais jamais le dépenser. Et du coup, ça le pousse. Sympa comme technique. Ça pousse l'algo et j'y ai pas jusqu'au bout. Très fort. Voilà, 2-3 petites astuces. Écoute, c'est top. Je pense qu'on peut clore cet épisode, on peut finir cet épisode. En tout cas, toujours sympa, intéressant. Le premier épisode justement de la chaîne, on l'a réalisé ensemble, mais pas le dernier. J'espère bien que ce ne sera pas le dernier. Écoute, en tout cas, merci Charles. Tout ce qui compte, c'est continuer à apporter de la valeur. Exactement, apporter de la valeur à notre audience. Il faut que les gens le disent, on va diffuser ces vidéos en commentaire. Des questions, ça serait un kiff, on peut aussi jouer là-dessus, des questions qui sont posées. Si on veut travailler avec toi, comment on fait, Charles ? Écoute, c'est assez simple. SEMSEO,
Semco. C'est comme la marque de café, mais avec un M de maman. Ah ok, pas mal, c'est ça. Semco.io, ou bien mon LinkedIn, tout simplement, hein, Charles Bensoussan, Instagram, Semco, YouTube. Je veux dire, je crois pas que c'est très compliqué de nous trouver, ni à l'un ni à l'autre. Je pense que ça devrait aller. Et toi, alors, on fait comment pour t'avoir? Bah écoute, sur LinkedIn, je suis très présent sur LinkedIn, donc Emric Brico, et puis bah, retrouvez le site emrec.studio, mrec.studio, studio, comme un studio. Donc voilà, studio parce qu'on fait aussi de la production de contenu, vous l'avez compris. Donc voilà, en tout cas... le nerf de la guerre. C'est ça, le nerf de la guerre. Merci à toi Charles. Merci pour l'invitation. C'était sympa, et puis bah, à très vite. À très vite. Voilà, merci.